Bonjour David Rigoulet-Rose. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. On va revenir avec vous sur cette opération épée d'acier menée par Israël pour riposter après l'attaque du Hamas hier sur son sol. Juste quelques mots pour replanter le bilan, notamment humain. Plus de 300 morts côté israélien, 1800 blessés. On parle d'au moins 150 otages. C'est ce que disait ce matin sur France Info l'un des représentations d'Israël en France. Et puis côté Gaza, plus de 230 morts, 1 millier de blessés côté palestinien. L'ennemi paiera un prix qu'il n'a jamais connu. Voilà ce que disait Benyamin Netanyahou hier. Est-ce que cette offensive du Hamas est vouée à être écrasée par la riposte israélienne ? Il y aura une riposte massive, c'est clair. D'ailleurs, c'est ce qui justifie la mobilisation massive des réservistes, justement, de Tsahal. Milouim, c'est les réservistes, c'est la colonne vertébrale de Tsahal. Donc ça veut dire qu'il y aura une opération au sol. On n'est pas du tout dans les configurations précédentes où c'était essentiellement des bombardements aériens. Alors il y en a bien sûr, parce que ça prépare une opération plus large, mais clairement on n'est pas dans une logique de séquentielle comme ça a pu être le cas dans les précédents conflits avec le Hamas. C'est la première fois que le Hamas prend le risque d'une déflagration frontale globale. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement israélien parle de guerre. Et vous comprenez pourquoi il prend ce risque, le Hamas, justement ? Alors, justement, ça soulève beaucoup de questions. Il ne l'a pas pris tout seul, de toute façon. D'abord parce que, vu la nature de l'opération de l'offensive, elle a été préparée de longue date, depuis plusieurs mois. Il y a un certain nombre de réunions qui ont eu lieu à la fois à Beyrouth, avec le Hezbollah de Nasrallah, à Téhéran aussi, où les chefs du djihad islamique et du Hamas ont été conviés en juin dernier. Et donc, il y avait l'idée, une planification d'une confrontation à venir, qui paraissait inévitable. Simplement, c'est le niveau de préparation qui a surpris. Effectivement, il y a un état de stupeur en Israël, compte tenu de l'ampleur, effectivement, de l'opération et de la sophistication aussi, justement, des commandos du Hamas. David Rigoulet-Rose, est-ce qu'on sait de quels moyens dispose le Hamas ? En tout cas, il a des moyens qui sont à la fois endogènes, c'est-à-dire qu'il y a eu des transferts de savoir-faire, notamment pour la fabrication des roquettes. Puisqu'on parle de plus de 2500 roquettes. Donc effectivement, des transferts d'armement qui passaient normalement par les tunnels, mais ça a été largement réduit. En revanche, il y a effectivement eu des transferts de savoir-faire, notamment il y a une patte iranienne, clairement, qui permet la fabrication locale de nombre de roquettes. Alors c'est pas exactement la même chose qu'au Hezbollah, parce qu'au Hezbollah, le Hezbollah bénéficie de transferts directs en plus via la Syrie, qui sont régulièrement d'ailleurs frappés par l'aviation israélienne. Mais sinon, c'est la détermination, c'est effectivement de la branche armée du Hamas. Et puis, cette branche armée, elle a constitué des commandos, des unités d'élite qui s'appelle l'unité Nuba, avec multimodal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu là, puisque finalement, l'entrée en Israël s'est faite à la fois par terre, par mer et par air. Avec une conséquence peut-être liée à cette organisation dont vous parliez, c'est que le Hamas a désormais des otages civils et militaires. Est-ce que ça change la donne ? Est-ce que le Hamas a désormais une monnaie d'échange ? Ça a été une pratique déjà précédemment. Il y a eu le cas du soldat israélien qui a fait Shahid, mais voilà. il était moins nombreux. Là, on parle de 150 otages. C'est tout à fait différent. Et à l'époque, il faut rappeler que ça avait donné lieu à un échange de plus d'1 millier de prisonniers palestiniens. Resté plusieurs années. Et là, on est à une autre échelle, clairement. Et on sait très bien que pour la société israélienne, la vie n'a pas de prix, pour des raisons à la fois historiques et stratégiques aussi. Mais la question va être posée, parce qu'il y a un effet inhibiteur qui est supposé, évidemment, et ça fait partie de l'équation probablement du Hamas, mais je ne suis pas certain que ça sera suffisant pour arrêter le rouleau compresseur israélien. La présence de ces otages, elle impose à Israël de faire preuve de retenue, quand même ? Justement, on va voir ce qui va être décidé, parce qu'en théorie, oui. Elle coince, en fait, les oui, Israéliens. parce qu'en théorie, les Israéliens font tout pour récupérer
leurs ressortissants, y compris le corps des soldats tombés. Hein. Donc c'est vraiment, il y a une dimension sacrée pour Israël. Mais là, le problème, c'est que ça ne peut pas hypothéquer une réponse militaire. C'est pas possible, vu ce qui s'est passé. Plus de 300 morts, des milliers de blessés, des villes investies avec des actions terroristes jusque dans les maisons. Puisque le Hamas présente ça comme effectivement investir une entité qui... Mais en réalité, ce n'est pas des colonies qui ont été investies, ce sont des villes dans le territoire reconnu internationalement pour Israël. Donc c'est effectivement quelque chose de totalement inédit, c'est un choc terrible, et la réponse sera certainement en proportion de ce qui s'est passé. Quand on parle de 11 septembre israélien, c'est une expression qui vous semble juste ou pas ? Oui, ça peut être, j'ai évoqué ça d'ailleurs effectivement, d'abord pour la dimension de sidération, qui est inhérente à ce qui s'est passé, et puis la portée stratégique, effectivement, parce qu'il y a la question de la sécurité et de la dissuasion de l'État d'Israël, et c'est ça qui va entraîner probablement une réponse comme il n'y en a jamais eu, vraisemblablement, parce que c'est l'enjeu même, c'est le caractère existentiel qui est menacé. On retrouve aussi, il y a une autre formule qui fait écho à la guerre du Kippour, en disant que c'est Kippour 2, c'est-à-dire avec le fait que les services auraient été pris de court, justement, et que ça a donné lieu à une guerre qui a menacé l'existence même de l'État d'Israël. Donc dans la psyché israélienne, oui, on retrouve ça. Sans préjuger de la suite, notamment militaire, de la réponse israélienne, est-ce qu'avoir défié les services de renseignement, la sécurité israélienne, est-ce que ce n'est pas déjà une victoire quasi politique pour le Hamas ? Ah bah c'est effectivement, de ce point de vue-là, c'est une réussite pour eux, parce qu'ils ont fait la démonstration qu'ils étaient en situation effectivement de déstabiliser l'État d'Israël. Et donc ça, de ce point de vue-là, et ça va être capitalisé évidemment dans les opinions, c'est capitalisé, on le voit déjà auprès du Hezbollah. D'ailleurs, il y a eu des échanges de tirs, hein, c'est pas forcément un hasard. On va y revenir. Et puis, il y a eu du côté de Téhéran un satisfecit qui a été formulé justement pour contenter ce front du refus. David Rigoulet-Rose, merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. Vous êtes chercheur à l'IRIS. On continue sa discussion autour de la situation en Israël après le fil info de Mathilde Romagnan à 8h40 sur France Info. Au moins 300 morts, près de 1900 blessés et plus de 150 otages. C'est le dernier bilan côté israélien des affrontements entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza. Selon le Hamas, il y a 232 morts et plus de 1600 blessés côté palestinien. L'armée israélienne a mené ce matin des frappes sur le sud du Liban en réponse à un tir en provenance de cette zone. Tir dont le Hezbollah dit être l'auteur, en solidarité avec la résistance et le peuple palestinien, selon le groupe islamiste, faisant craindre une escalade de violence dans la zone. 2 fois plus de places dans les centres de rétention d'ici 2027, c'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France. 3000 places d'ici 4 ans, une annonce un mois avant l'examen au Sénat du projet de loi immigration. Et puis c'est la journée paralympique aujourd'hui à Paris, avec de nombreuses démonstrations et initiations à moins d'1 an des Jeux paralympiques dans la capitale. Demain, ce sera l'ouverture de la billetterie pour les Jeux. 2 800 000 places sont disponibles. France Info. Le 8-30 France Info, Julie-Marie Lecomte, Jean-Rémy Baudot. Et nous sommes toujours avec David Rigoulet-Rose pour essayer de comprendre les enjeux de ce nouvel épisode de violence entre Israël et le Hamas. David Rigoulet-Rose, quels sont les objectifs du Hamas ? Alors, les calculs qui ont pu être faits, parce qu'effectivement c'est une prise de risque qui est inédite de la part du Hamas, même s'il y avait des affrontements sporadiques, réguliers, etc. Il y a des objectifs militaires, déjà ? Alors, militaires, de toute façon, ils savent qu'ils ne pourront pas rester, même s'ils ont investi un certain nombre de localités qui sont appelées à être expulsées, éliminées. Mais en tant que tel, déjà, le fait d'avoir réussi ça, ça va être constitué en termes de narratif, un exploit pour la cause palestinienne. Maintenant, la question est de savoir effectivement pourquoi ça a été lancé. Alors, d'aucuns considèrent
qu'une partie du calcul n'est pas celui seulement du Hamas. En réalité, il y a aussi en toile de fond la question de la normalisation de certains États arabes avec Israël. Une normalisation effective déjà lors des accords d'Abraham, en 2020. À la fin du mandat de Trump, avec le Bahreïn, les Émirats, étendu au Maroc. Et puis là, la vraie question, c'est justement la possible normalisation, et ce qui serait un événement majeur, évidemment, un game changer, avec l'Arabie Saoudite. Alors, c'est pas encore fait, mais on peut penser que, vu de Téhéran, évidemment, c'est quelque chose qui pose un énorme problème. Et ça expliquerait aussi le rapprochement que Téhéran avait tenté à effectuer en mars dernier avec Riyad, qui était une forme de normalisation entre les deux, justement, et qui est peut-être avec l'idée d'hypothéquer un rapprochement, justement, entre Riyad... Ce rapprochement-là, il est compromis, d'ores et déjà en tout cas, il est largement diminué dans sa valeur stratégique, compte tenu de tout ce qui est en train de se passer. Et ça peut, paradoxalement, accélérer, d'ailleurs, la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite, compte tenu de ce qui se passe, ne pourra pas, évidemment, ne pas afficher sa solidarité avec la cause palestinienne. Mais sur le fond, c'est pas sûr que ça soit un très bon calcul de la part de ce qu'on appelle le front du refus. Juste qu'on comprenne bien ce soutien, cette validation éventuelle de l'Iran sur les actions du Hamas, est-ce qu'aujourd'hui ça se base, c'est de la théorie géopolitique, ou est-ce que ça se base là très concrètement sur des faits? Est-ce qu'on a des informations de renseignement disant que ces dernières semaines il y a eu une aide pour organiser cette attaque? Ah oui, non, il y a des réunions qui sont circonstancielles. Il y a eu 2 réunions importantes. La première, elle a eu lieu à Beyrouth. C'était au début avril. Elle a réuni sous la houlette du chef des gardiens de la Révolution, Esmaël Kahani, le chef du Hezbollah, le chef du djihad islamique et du Hamas. Et ça a donné lieu à une deuxième réunion à Téhéran, cette fois, avec le chef du djihad islamique, Sakala, et puis justement les représentants du Hamas, avec l'idée explicite, puisque ça a été formulé lors d'une déclaration officielle qui est consultable, que désormais le temps de la trêve était révolu et qu'il s'agissait de rentrer dans une logique confrontationnelle assumée, notamment aussi côté libanais, parce qu'on a appris ce matin, il y a eu donc des échanges de tirs avec le Hezbollah libanais, donc à la frontière israélienne. Est-ce que vous craignez, anticiper un deuxième front en Israël, donc côté nord? C'est le vrai point d'interrogation et qui suscite beaucoup d'inquiétude du côté des Israéliens, parce que ça a été intellectuellement anticipé, notamment par l'actuel ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui en juin faisait une déclaration en disant qu'Israël allait être devant des choix difficiles pour assurer son intégrité et le salut du peuple juif, je cite, avec l'idée qu'il y avait la possibilité d'une guerre multifront qui se profilait. Et donc, effectivement, la question est posée d'un deuxième front déjà avec le Hezbollah, voire d'un troisième avec, au-delà du Golan, avec les milices, les mandataires pro-iraniens qui sont du côté syrien. Donc il y a un réel risque d'embrasement régional. D'après vous, qu'est-ce qui peut l'arrêter? Qui a les cartes en main? Les pays arabes? C'est peu probable, parce que de toute façon, vu la gravité de ce qui s'est passé, Israël ne pourra pas se permettre de ne pas être massivement dissuasif. Et donc la réponse entraînera aussi, on est dans une logique potentiellement escalatoire, c'est ça le problème. Et vu l'ampleur des pertes, il va falloir que la réponse soit proportionnelle à ce qui était dans la psyché israélienne, à ce qui était perçu comme, vous évoquiez tout à l'heure, l'équivalent d'un 11 septembre. La dernière flambée de violence, elle avait duré 10 jours. Oui. À peu près, il faut s'attendre à ce type d'opération où vous nous dites qu'on est en train de s'installer dans une guerre, dans un conflit. Ah oui, non, là, on n'est plus du tout dans cette configuration-là. D'ailleurs, ça a été explicitement formulé par le Premier ministre. Donc il y a un avant et un après 7 octobre. Clairement. Comme il y a eu un avant et un après au moment de la guerre du Kippour, avec effectivement un retour sur expérience sur le déficit, les défaillances éventuelles des renseignements, des décisions, etc. Et c'est vrai que c'est évoqué par le général Trinquant, l'affaire de les divisions internes liées au débat parfois violent sur la cour
suprême, enfin la réforme de la Cour suprême, a pesé. Et d'ailleurs, les chefs de services de renseignement, tous confondus, dont le dernier qui était proche de Netanyahou, chef du Mossad, mettaient en garde justement pour la dissuasion stratégique de l'État d'Israël, parce que ça allait profiter aux ennemis, et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Vous faites référence à des tensions politiques qu'il y a en Israël, notamment par rapport à la politique du gouvernement Netanyahou. S'il y avait plusieurs fronts, donc vous en citez un deuxième, peut-être un troisième dans le Golan, cet embrasement, est-ce qu'Israël a les moyens de répondre, à la fois d'un point de vue militaire, aussi de la société israélienne ? Oui, d'un point de vue militaire, oui, mais en sachant que, évidemment, et d'ailleurs, c'est ce que vient de dire le Premier ministre, c'est que ça allait, il y a des jours difficiles. Il faut s'attendre à des jours difficiles pour la société israélienne, et notamment à l'idée de perte, parce que il y aura des vrais combats. On ne sera plus dans une logique de simple réplique. Emmanuel Macron a appelé hier son homologue israélien, Benyamin Netanyahou, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le président égyptien, etc. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, est-ce que la France est suffisamment impliquée dans le règlement du conflit israélo-palestinien ? Oui, mais la France, pas plus que d'autres pays, n'a la main sur un conflit qui apparaît de plus en plus inextricable, malheureusement, et qui est une tragédie pour toutes les parties prenantes, d'une certaine manière. Tout simplement parce que on a l'impression qu'il n'y a pas d'option de sortie, justement, de perspective. C'est de plus en plus compliqué, et notamment, ce qui est encore plus compliqué aujourd'hui, c'est que le viatique, qui est celui d'une solution à deux États, apparaît de plus en plus compromis sur le terrain. C'est une solution qui recule encore. Oui, c'est le problème. Et donc, qui ne fait que renforcer l'impasse de la situation, et qui donne un caractère belligène de plus en plus marqué. Le Conseil de sécurité de l'ONU, convoqué en urgence aujourd'hui, ça sert à rien. De toute façon, il y aura un veto, quel que soit s'il y avait une condamnation, etc. Donc il y a la logique du veto qui prévaut. Et chacun fera montre d'esprit de responsabilité, mais en réalité, c'est le terrain qui va décider de la situation. Le terrain, donc avec ce conflit qui est en train de s'embraser côté Israël, est-ce que vous craignez un risque d'importation du conflit en France ? Alors c'est l'inquiétude de l'exécutif français. D'ailleurs, on a pu voir les déclarations qui ont été celles du ministre Gérald Darmanin qui dit qu'il faut sécuriser les lieux à la demande évidemment du chef de l'État, parce que c'est une préoccupation. Il y a effectivement des échos souvent délétères qui sont susceptibles de se manifester. Donc il y a une inquiétude qui n'est pas feinte et qui justifie effectivement un renforcement des mesures. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci d'avoir fait un point ce matin sur France Info sur la situation donc en Israël. On va revenir évidemment sur cette situation lors du Fil Info à 8h50 avec Mathilde Romagnan. Le Hezbollah affirme être l'auteur d'un tir en provenance du Liban vers Israël en solidarité avec le peuple palestinien, selon le groupe islamiste. Israël qui a répliqué avec des frappes au sud du Liban ce matin, 24 heures après l'offensive du Hamas, le mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza. Le Hamas qui fait état de 232 morts et plus de 1600 blessés côté palestinien. Côté israélien, il y a au moins 300 morts et près de 1900 blessés selon un dernier bilan. Il y a aussi plus de 150 otages israélien, c'est sans précédent selon le porte-parole de l'armée israélienne. Elisabeth Borne face aux militants et au cadre Renaissance aujourd'hui. La première ministre doit s'adresser en fin de matinée aux membres du parti présidentiel. Ils sont réunis ce week-end à Bordeaux pour leur rentrée politique sur le thème de l'Europe. Et puis encore une journée particulièrement chaude aujourd'hui pour un mois d'octobre avec des températures maximales entre 25 et 30 degrés sur la moitié nord, de 28 à 31 degrés dans la moitié sud, jusqu'à 32 même dans les Landes, dans le centre ou encore dans les Pays de la Loire. France Info.